Bonsoir, bonsoir les filles et merci d'être présentes pour, ce live avec Camille. Merci Camille d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie de faire, ce premier live avec toi. Donc avant que je te laisse la main et que tu puisses te présenter, je vais présenter rapidement Bibi Academy. Donc pour certaines parmi vous ce soir, vous connaissez Bibi Academy. Pour d'autres, comme Johanna, c'est depuis peu de temps qu'on se connaît. Donc du coup, ça va être l'occasion de présenter et puis pour celles qui regardent en replay, coucou à vous et puis je me présente également parce que peut-être que vous ne me connaissez pas. Donc je suis, Bérangère, je suis la fondatrice de Bibi Academy. Je le dis à l'anglaise, Bibi, ça veut dire be happy, be positive. C'est l'académie du mieux-être qui vous offre une bulle de détente au quotidien. Donc, je suis présente sur Fougères, Rennes en présentiel, pour les particuliers, pour les entreprises aussi, où j'interviens dans les entreprises, et également sur ma plateforme en ligne. J'aime bien dire que c'est un petit bébé Netflix du bien-être où on trouve aussi bien, du yoga, parce que peut-être qu'à un instant de sa vie, c'est du yoga qu'on a envie de faire. Peut-être qu'à un autre instant, on a envie d'en savoir plus sur la nutrition et justement, on regarde le replay avec Camille. Peut-être que c'est avec une coach de vie, peut-être que c'est la lithothérapie, le pouvoir des pierres, peu importe. Il y a plein de choses. On se connecte à l'heure qu'on veut, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, mon parcours très rapidement en quelques lignes. Je suis de Bretagne, je suis bretonne. J'ai toujours rêvé de paillettes, de grandes villes. Donc je suis allée faire, mes études en école de commerce et j'ai travaillé dans une agence de publicité à Paris qui m'a amenée à voyager à Londres, à New York pour des shootings. Donc j'ai accédé à un monde qui m'a toujours fait rêver, toujours, un monde de paillettes, voilà. Et puis, les années passent et puis on n'aspire plus du tout à ce monde de paillettes, on n'a plus du tout envie de ça. Grosse remise en question, burn-out, grosse fatigue mentale de la vie parisienne et envie de tout changer. Donc, gros travail sur moi avec une coach de vie, avec une coach pro pour remettre vraiment tout à plat parce que j'étais complètement perdue et je ne savais plus vers où je voulais aller. Je ne savais plus qui j'étais, ce que je voulais, où je voulais vivre. J'étais complètement paumée. Gros travail sur moi, mise en place de nouvelles habitudes au niveau du bien-être et du coup, je me suis formée au yoga à Bali où j'étais vivre. Ensuite, j'ai été l'enseigner au Cambodge aux enfants lors d'une mission humanitaire, pendant 5 semaines. Donc ces 2 voyages, Bali et Cambodge, ont été les 2 voyages qui m'ont totalement, changée, qui m'ont fait voir la vie complètement différemment et qui m'ont fait vraiment apprécier chaque petite chose du quotidien. Et c'est grâce à ces expériences, c'est grâce à aujourd'hui, cette descente, voilà, que je suis parmi vous aujourd'hui et que j'ai lancé Bibi Academy parce qu'aujourd'hui, j'ai à cœur d'accompagner les femmes à se sentir bien et pour ça, il y a le yoga, mais pas que. Ce soir, on va en parler avec la nutrition. Camille nous en parlera davantage parce que ça fait partie aussi du bien-être. Ce que je vous propose, avant de commencer les filles, c'est qu'on se laisse un petit temps pour arriver. Ce que je vous propose, c'est un petit temps de respiration. Donc, je vous invite à vous installer. Donc, peut-être que vous êtes dans un canapé, peut-être que vous êtes sur une chaise. Si vous êtes canapé ou chaise, je vous invite à poser les pieds bien au sol, les pieds écartés à la largeur des hanches, les paumes de main, donc ça peut être sur les cuisses ou paumes de main face au ciel, comme on a envie. On va fermer tout doucement les paupières et on va commencer à rouler les épaules en arrière, faire des grands cercles en desserrant bien les mâchoires. Puis on va venir prendre une grande inspiration les épaules jusqu'aux oreilles. Et on expire par la bouche, on relâche. De nouveau, très grande inspire. Et on expire. Une dernière fois, grande inspiration. Et on expire. Et on revient à sa respiration naturelle. On va commencer à bouger un petit peu les doigts de pied, les chevilles. Et on relâche ensuite complètement au sol. On relâche les jambes, les muscles des fessiers. On va chercher à allonger sa colonne vertébrale. On peut décoller un petit peu de la chaise. Si on est collé sur la chaise, on va se ravancer un tout petit peu vers l'avant. À chacune de nos inspirations, la colonne s'étire vers le ciel, on se grandit. Et à chacune de nos expirations, les épaules sont attirées vers la terre. On relâche complètement. On va venir desserrer les mâchoires. On va relâcher chaque petit muscle du visage.
On relâche les joues, les paupières. On relâche l'espace entre les 2 sourcils. Et ici, on va venir inspirer sur 3 temps et expirer sur 5. Vous me rejoignez quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Prenez une grande inspire et une longue expire pour commencer. Puis on vient inspirer 3, 2, 1. On expire 5, 4, 3, 2, 1. On inspire 3, 2, 1. On expire 5, 4, 3, 2, 1. On inspire 3, 2, 1. On expire 5, 4, 3, 2, 1. On inspire 3, 2, 1. On expire 5, 4, 3, 2, 1. Dernière grande inspire 3, 2, 1. Et on expire 5, 4, 3, 2, 1. Prenez une grande inspiration par le nez. Un long souffle par la bouche le plus longtemps possible. Revenez tranquillement à votre respiration naturelle. Commencez doucement à bouger les doigts de pied, les doigts des mains, les chevilles, les poignets. Puis on vient rouler un petit peu les épaules. On peut venir, si on a envie, on peut venir s'étirer, on peut venir bâiller, faire ce qui nous fait du bien. On relâche les épaules vers l'arrière. On va venir placer les mains en prière devant le cœur. On va venir chausser les 2 paumes de main l'une contre l'autre. Et une fois qu'on ressent la chaleur dans les 2 paumes de main, on vient poser les mains sur le visage. Et tout doucement, on va venir écarter les doigts, revenir au contact de la lumière tout doucement. Prendre une grande inspire et une longue expiration. Merci les filles pour ce petit temps, pour se laisser le temps d'arriver tranquillement. Je vais laisser maintenant donc du coup, la main à toi Camille. Et puis ce que je te propose aussi Camille, après t'être présentée si tu veux et peut-être que tu as prévu d'en parler, de, demander aux filles, voilà, d'où elles viennent, et qu'est-ce qui a fait qu'elles se sont inscrites? Pourquoi elles se sont inscrites et qu'est-ce qu'elles attendent de ce rendez-vous de ce soir? Voilà. Merci Camille à toi et d'avoir accepté et je te laisse la main. Bonjour, donc à vous 3. Donc moi, ce que je propose aujourd'hui, donc avec cet atelier, c'est de vous en dire un peu plus rapidement sur ce qu'est la nutrithérapie, éventuellement répondre à vos questions déjà sur cette approche thérapeutique. Après quoi, peut-être effectivement de vous présenter, en tout cas, ce qui vous anime, ce qui vous intéresse ou juste interpelle dans l'atelier proposé aujourd'hui, et donc sur le sujet des troubles féminins et de l'alimentation. De voir un petit peu avec vous si ça vous touche vous directement, des personnes de votre entourage, si ça vous touche de manière pathologique, est-ce que vous avez une maladie féminine, un trouble, juste des gènes, voilà, pour que je puisse aussi moi un petit peu adapter les recommandations à ce qui vous concerne, ce qui vous anime précisément. Ça vous va comme ça? Sachant que donc je vais vous parler un petit peu de l'alimentation et des troubles féminins. L'idée c'est d'avoir un atelier, alors j'ai pas fait de grande présentation avec des slides, de fonctionner vraiment en questions-réponses, en échange et d'être sur quelque chose de très pragmatique et de convivial. Donc s'il vous plaît, arrêtez-moi, posez des questions. Je suis là 3/4 d'heure pour vous et pour vous apporter un maximum de choses, de réponses. Donc j'ai construit et j'ai noté plein de choses, mais l'atelier sera toujours plus intéressant si je réponds à des questions très précises vous concernant. Alors, donc pour commencer, donc la nutrithérapie, c'est une approche qui est vraiment santé de l'alimentation. C'est une approche qui est un petit peu différente de l'approche purement diététique que vous connaissez peut-être, qui s'intéresse beaucoup, surtout aux macronutriments que sont protéines, lipides et glucides. La nutrithérapie s'intéresse à eux, bien sûr, mais se focalise aussi, surtout, aux micronutriments, donc toutes les vitamines, oligoéléments, acides aminés présents dans l'alimentation et indispensables pour bien assimiler les macronutriments et pour être en bonne santé.
Donc, c'est pas une approche, un accompagnement qui va se focaliser ou présenter ce qu'on appelle des régimes alimentaires. Je commence lundi. Moi, j'accompagne plutôt sur ce que j'appelle un mode de vie alimentaire. Donc, la nuance peut paraître subtile avec un régime alimentaire, mais il n'est pas tant que ça, puisque j'accompagne pas sur ce côté starter des lundis et vous faire une alimentation parfaite, à peser les aliments, à se peser soi-même, etc. On est sur une approche beaucoup plus sur le long terme. Je propose un mode de vie qui va être plaisant, qui ne va pas être une charge mentale et qui va être surtout très personnalisé. On n'a pas tous, il n'y a pas une assiette parfaite en fait, à mon sens en tout cas. Il n'y a pas d'aliments interdits, d'aliments incroyables. Il faut avoir une alimentation très variée et surtout personnalisée en fonction de ses antécédents santé, voire prédisposition génétique, de ces troubles de santé actuels, que ce soit des pathologies vraiment chroniques ou des troubles, des gènes, et aussi par rapport à ses contraintes de vie. Je ne vais pas faire les mêmes recommandations à quelqu'un qui vit seul ou qui a des enfants, un chéri, quelqu'un qui travaille de chez lui et qui adore cuisiner, qui prend le temps le midi, ou quelqu'un qui mange un quart d'heure dans sa voiture ou qui doit déjeuner tous les midis au restaurant pour son travail. Voilà, pour que ça se mette en place et que ça soit bien un mode de vie apaisant pour sa santé, elle doit prendre en compte toute cette palette de choses. Donc, il n'y a pas ce côté contrainte, frustration sur un mois. C'est vraiment un mode de vie sur le long terme qui doit être plaisant et pas du tout une charge mentale et qui doit être apaisante sur le long terme. Donc, on met en place les choses doucement et de manière très personnalisée aussi en fonction des goûts de la personne, de ses contraintes, de ses convictions, de voilà, vegan, religieuse, que sais-je. Enfin, voilà. Donc, c'est une démarche vraiment très personnalisée, un accompagnement ultra personnalisé. Est-ce que peut-être vous avez, je pense, des questions sur l'approche, si vous-même vous avez des expériences d'accompagnement autour du sujet de la nutrition, que ce soit un accompagnement diététique ou autre, peut-être déjà sur l'approche avant de rentrer sur le sujet des troubles féminins. J'avais une petite question. Bonjour. Est-ce que quelle est la différence du coup entre votre métier et le métier de naturopathe? C'est une excellente question. Alors peut-être que je dirais, alors de manière un peu schématique, mais que la nutrithérapie se situe à mi-chemin entre la diététique et la naturopathie. Ça veut dire que moi j'accompagne vraiment uniquement sur l'alimentation et la naturopathie accompagne sur un équilibre de vie. Et généralement, peut-être que la nutrithérapie est un peu plus, alors, encore une fois, ça dépend des thérapeutes, mais accessible à tous, là où la naturopathie parle, je pense, plus à des gens qui sont déjà bien rodés, très sensibles à la santé naturelle, etc. L'alimentation fait partie de leurs recommandations et de leur expertise, mais de manière plus générale. Ça veut dire que moi, je suis vraiment formée sur les pathologies, pour proposer en fonction de telle ou telle pathologie ou tel trouble chronique une alimentation adaptée. Là où je pense que la naturopathie a une vision assez globale d'une bonne alimentation. Donc en fait, je n'aurai pas de recommandations contradictoires, mais je vais sûrement plus loin dans l'approche par rapport à la personne et le motif de sa consultation. Ça veut dire que même quelqu'un qui va me consulter juste pour une perte de poids, par exemple, je vais interroger l'ensemble de son organisme. Ok, pourquoi elle n'arrive pas? Moi, on vient rarement me consulter en première intention. Souvent, il y a eu échec de diététicien, il y a eu, j'ai testé tous les régimes sur elle ou sur Grazia. Voilà, pourquoi on n'y arrive pas? Est-ce qu'il y a un trouble métabolique qui empêche une perte de poids? Est-ce qu'il y a une carence micronutritionnelle qui empêche une perte de poids? Une grosse inflammation de l'organisme, une inflammation digestive, ostéomusculaire, empêche une perte de poids. Voilà. Donc c'est aussi se déculpabiliser, essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à perdre du poids, par exemple, ou pourquoi on n'arrive pas à mettre en place une alimentation équilibrée sur le long terme. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'équilibre nerveux ou les neurotransmetteurs fonctionnent mal, donc tout ce qui est dopamine, sérotonine, qui font que j'ai des compulsions sucrées. Voilà. Donc l'idée, c'est de travailler tout de suite sur le symptôme, mais aussi de travailler sur la cause, de se déculpabiliser, de dire qu'en fait, il y a toujours une réponse, une cause à un trouble ou à quelque chose qui empêche de perdre du poids ou autre. Ça te semble clair? Oui, merci beaucoup.
Ouais, et je rebondis aussi sur, ce que tu disais Camille sur la naturo. C'est vrai que la naturo, elle va faire un ensemble, elle va pas être que alimentation comme toi. Elle va faire alimentation, il va y avoir, le sommeil, l'équilibre, émotionnel et cetera. Donc elle va pas forcément aller plus loin, alors que toi, ça va être très spécifique alimentation. Ouais. Exactement. Et c'est vrai que je pense, j'en reviens au côté cible, pour avoir certains patients qui consultent des naturopathes, euh, la naturopathie est quand même moins accessible à tous. C'est déjà des gens qui ont une intention sur la santé naturelle assez poussée, parce que c'est vrai que, après, bien sûr, ça dépend des naturopathes, mais quand même beaucoup font des recommandations où il faut déjà être voilà, motivé, prêt à mettre beaucoup de choses en place qui sont pas du tout culturelles. Alors, certes, peut-être à tort, mais j'en ai aussi qui lâchent ou qui ne se retrouvent pas parce que c'est trop contraignant ou beaucoup de choses à mettre en place d'un coup, quoi. C'est OK sur l'approche? Ouais. Donc, sur le sujet de l'équilibre hormonal, donc juste en fait sur la nutrithérapie, pardon. Donc moi au cabinet, j'accompagne toujours avec un bilan. Ça veut dire que j'envoie un questionnaire santé avant de rencontrer la personne, où elle va me faire la liste à l'après-vert des pathologies s'il y en a, ou des troubles, des maux, voilà, et pour que je comprenne vraiment quel est son état de santé actuel, et essayer déjà, moi, de réfléchir à quelle est la cause et de l'interroger sur des questions très précises en consultation. Le bilan ensuite dure 1h30. Je prends aussi s'il y a des bilans santé, des examens de santé, etc. Je prends tout ce que j'ai, toutes les infos pour essayer de voir un petit peu ce qui bloque, voilà, pour établir aussi des priorités parce que parfois quand il y a beaucoup de sujets, on ne peut pas traiter et accompagner tout d'un coup, donc aussi pour prioriser. Donc 1h30 de bilan, la personne, le patient part déjà avec plusieurs recommandations à mettre en place. Je passe un petit coup de fil au bout de 15 jours pour voir comment la personne arrive à mettre en place les recommandations, voir comment il se sent, s'il y a tout de suite des choses un peu bloquantes pour lever tout de suite les freins ou les interrogations et qu'il y ait eu déjà plein de choses de mises en place avant le prochain rendez-vous. Souvent, je vois les personnes tous les mois. Et donc, les consultations de suivi ensuite durent 1 heure. Voilà, et puis il n'y a pas de règle. Parfois, il y a des gens que je dois voir 2, 3 fois, d'autres c'est 6 ou 7 fois. Ça dépend du sujet, des dispositions de la personne, de ses contraintes, enfin, voilà, de plein de choses. Euh, voilà pour la partie un petit peu comment se déroule l'accompagnement. Alors, si on se focus un petit peu sur le sujet de l'hormonal féminin, alors moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'accompagne beaucoup de femmes au cabinet sur ce type de sujet. Alors les troubles féminins, c'est un sujet très large parce que finalement, je pense que à peu près toutes les femmes sont concernées par les troubles féminins. Les troubles féminins, ça va des règles douloureuses à des pathologies, des vraies maladies chroniques féminines. Donc ça va de la femme qui a des règles un peu abondantes une fois de temps en temps, à des cycles irréguliers, à un peu d'irritabilité. Après, le step ensuite, c'est ce qu'on appelle le SPM, le syndrome prémenstruel, où là, on est chez des femmes qui ont un vrai syndrome, qui vraiment souffrent tous les mois pendant leur cycle. Et puis, les troubles féminins, ça englobe aussi des pathologies dont on commence enfin à beaucoup parler, comme l'endométriose ou le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Peut-être pouvez-vous m'indiquer, vous, quel est l'angle qui vous intéresse et peut-être par quoi vous êtes concerné, vous, en tant que femme. Alors, je laisse peut-être la parole à Johanna. Oui. Alors moi, j'ai pas de trouble particulier en fait, c'est plus un intérêt que j'ai parce que j'aimerais accompagner les femmes après sur ça. D'accord. Quel est ton... Voilà. Bah, pour le moment, je suis enceinte, mais après, j'aimerais bien ben, étudier plutôt l'Ayurveda et du coup me spécialiser éventuellement dans les troubles féminins. Ok. Voilà. Ok, super. Et Adeline? Du coup, c'était
un peu par curiosité et aussi parce que je ne sais pas si ça rentre dans les troubles féminins, mais c'est le candidose digestive, enfin le candidat albicans du coup. Et c'est Alors, un peu, voilà, c'est un peu embêtant. Mais ouais. alors la candidose, c'est un champignon. Donc, c'est le Candida albicans. Donc, c'est plutôt un trouble digestif, mais qui a un impact de manière secondaire sur le volet plus génital, puisque souvent, quand on a une candidose, on a des infections urinaires à répétition, des mycoses, ce genre de choses. Voilà, ça s'exprime de manière secondaire. Donc moi, je suis spécialisée vraiment sur les troubles digestifs et les troubles féminins. C'est des sujets que je connais très bien. Donc la candidose, c'est vraiment un champignon qu'on a tous en fait. Hein. C'est un champignon à la base qui est OK, une bonne bactérie. Sauf qu'en fait, la candidose, ce champignon prolifère, il devient délétère et en trop grande partie dans le microbiote, donc dans le niveau de l'intestin, et donc de fait va venir dérégler complètement le microbiote. Donc effectivement, avec une alimentation adaptée, on arrive à tuer ce champignon, notamment avec une alimentation très très pauvre en sucre, parce que c'est un champignon qui se nourrit de sucre. Et donc, forcément, puisque la vie est bien faite, généralement, quand on a une candidose, on a des compulsions sucrées, on a très envie de sucre. Pourquoi? Pour venir nourrir ce champignon. Donc là, effectivement, on propose des alimentations adaptées. Donc, il y a un impact effectivement sur le féminin, mais de manière au final secondaire, puisque la cause est vraiment logée sur le digestif. Et il est détecté comment, du coup? Ah, c'était ma question, Johanna, trop forte. On est connectés. Souvent, on le détecte assez tardivement parce que on le détecte quand ça s'exprime de manière secondaire. Donc, quand on commence à avoir beaucoup de mycoses, beaucoup d'infections urinaires ou beaucoup de problèmes bucco-dentaires, beaucoup d'AF, beaucoup d'inflammations ou beaucoup de mycoses, les pieds, les mains. Voilà, quand ça s'exprime de manière très secondaire et que ça commence à être vraiment parce qu'en fait, on ne le sent pas quand c'est sur le digestif. Sauf des personnes qui ont un digestif déjà un peu sensible et qui vont l'exprimer avec beaucoup de ballonnements, etc. Mais généralement, les médecins ne sont pas tout de suite alertés vers la candidose. Donc souvent, le médecin commence à se dire, bon, on va peut-être faire un bilan biologique, un bilan sanguin, quand ça s'exprime comme ça de manière répétée, de manière secondaire. Et donc ça, il suffit juste de faire une prise de sang et on voit si le candidat albicans est en trop grande quantité ou pas. Mais généralement, moi, j'ai détecté au cabinet des candidats juste à la clinique en écoutant les gens. Le digestif commence à être moyen, beaucoup de mycoses ou d'infections urinaires, beaucoup de compulsions sucrées alors que c'est une personne qui n'a pas naturellement un bec sucré. Bon, clairement, c'est un peu le tableau clinique parfait du bon. Je vous recommande d'aller voir votre médecin, on fait une prise de sang et puis bon, généralement, c'est la candidose. Mm. Qui en soi n'est pas très grave, il faut juste que elle ne s'installe pas trop pour ne pas venir chambouler l'ensemble des microbiotes. Donc en fait, le premier microbiote de notre organisme, c'est l'intestin. Le second, c'est le bucco-dentaire. Donc ça s'exprime aussi souvent avec beaucoup d'arthes, beaucoup de soucis d'inflammation bucco-dentaire. Donc il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il ne faut pas faire trop longtemps. À bien prendre en compte aussi avant une grossesse ou pendant la grossesse, voilà, être assez alerte parce que le microbiote est un sujet ultra important en périconception et pendant la grossesse, puisque notamment lorsqu'on accouche par voie basse, on va donner le microbiote au bébé. Donc c'est quand même un sujet très intéressant. Il faut être assez alerte sur ces sujets-là, sur ces troubles-là, puisque autant que le bébé, que la maman partent tout de suite avec de bonnes bactéries. Et donc une bonne immunité. Il y a d'autres questions peut-être sur la candidose? Non, c'est OK. Bon. Donc sur le féminin, du coup, puisque vous n'êtes pas nécessairement concerné par les pathologies féminines comme le SOPK et l'endométriose, je vais rester vraiment focus sur les troubles féminins liés au cycle et une alimentation vraiment optimale pour le féminin.
de manière générale. On pourra faire un petit focus sur la grossesse, que ce soit périconception ou grossesse, notamment pour prévenir le postpartum et puis aussi pour le bébé à venir. OK. Donc, en gros, les troubles féminins, enfin, le sujet féminin, on s'intéresse, la première intention, c'est les hormones. Alors, les hormones, c'est quoi? Les hormones, c'est le chef d'orchestre de l'organisme. Donc, on a des hormones sexuelles, surrénales, bon, on a plein de types d'hormones, les hormones thyroïdiennes. Elles sont vraiment le chef d'orchestre de l'organisme et il est très important d'avoir une alimentation adaptée pour que les hormones fonctionnent bien. Alors, les hormones, donc le précurseur commun de toutes nos hormones, c'est le cholestérol. Alors, le cholestérol, il est souvent un gros mot. Oh, le cholestérol, attention. Non, il y a le bon et le mauvais cholestérol. Alors il y a maintenant 10 ou 15 ans, mais une femme qui voulait perdre du poids, on disait arrête de manger gras. Tous les médecins, même ceux qui ne sont pas très sensibles à la micronutrition, le savent aujourd'hui, c'est ultra dangereux pour la santé d'enlever le gras de l'alimentation parce que c'est le cholestérol qui permet la synthèse hormonale. Et en gros, sans le cholestérol, le cerveau, c'est un pruneau, il est sec. Okay, donc, pour les hommes comme pour les femmes, mais surtout pour les femmes parce qu'on doit vraiment chouchouter nos hormones, le cholestérol, le bon gras, doit être vraiment très présent dans l'alimentation. Alors, le gras, on va faire la différence entre le bon et le mauvais gras, mais le cholestérol est un sujet vraiment, il ne faut surtout pas éliminer les lipides de notre alimentation, que ce soit pour perdre du poids ou parce que non, moi je mange pas gras, je fais attention à ce que je mange, c'est une erreur. S'il y a quelque chose réellement à contrôler dans notre alimentation, c'est le sucre, c'est pas le gras. Ok. Et d'ailleurs, c'est le sucre qui fait grossir, pas le gras. Et généralement, le sucre est tout de suite stocké. Dès lors qu'il n'est pas dépensé, il est stocké généralement au niveau de la bouée de la ceinture abdominale. Mais le bon gras ne fait vraiment pas grossir. Au contraire, pour accompagner même des régimes alimentaires sur de la perte de poids, on va limiter les glucides et augmenter les lipides pour favoriser une perte de poids. C'est ce qu'on appelle, je pense que vous avez au moins entendu parler des régimes low carb ou cétogènes. On va venir vraiment en cétose, augmenter de manière vraiment signifiante les lipides, les protéines, mais aussi les lipides et réduire vraiment les glucides. Sur des pathologies comme des cancers, etc., ce sont des régimes qui ont vraiment fait leurs preuves. Donc, le cycle féminin, petit rappel, donc première partie, c'est la phase folliculaire, donc là, c'est vraiment place aux oestrogènes, et deuxième partie, c'est la phase lutéale, là, c'est vraiment place à la progestérone. Généralement, quand il y a pathologie féminine comme un SOPK ou d'autres, prise de pilules, voilà, beaucoup de choses, mauvaise alimentation, etc. On est ce qu'on appelle en hyperoestrogénie. Ça veut dire qu'on a plus d'œstrogène que de progestérone. Comme dans la vie, comme pour tout, la question c'est d'avoir un bon équilibre. Dès lors qu'on a trop d'œstrogène, on a des symptômes, des syndromes comme le SPM, syndrome prémenstruel. On peut avoir de l'irritabilité à certains moments du cycle. Voilà, ça se traduit de plusieurs manières. Donc généralement, ça veut dire qu'on a une mauvaise détoxification hépatique, donc du foie, des œstrogènes, qu'on a une dysbiose, donc un déséquilibre du microbiote, de la flore intestinale, qu'il y a pas mal trop de perturbateurs endocriniens, souvent il y a du surpoids, etc. Généralement, quand il y a prise de pilule ou intolérance contraceptive, voilà, c'est que le foie détoxifie mal les œstrogènes. OK pour ça? C'est clair pour vous sur le mécanisme, comment ça fonctionne? Ouais. Donc, sur les recommandations alimentaires pour les femmes, sur le sujet féminin, de manière très générale, et avant de voir un petit peu, vous, quelles sont vos habitudes alimentaires, on recommande de limiter les excitants, donc tout ce qui est café, alcool, tabac. D'avoir une bonne consommation de protéines. Alors, les protéines, généralement, on est sous-protéiné. En gros, on a besoin en protéines de 0,8 g par kilo de poids et par jour pour une femme de manière classique.
En gros, pour une femme alors si je fais le calcul rapidement, qui ferait 60 kilos, j'ai besoin de plus de 50 grammes de protéines par jour. 50 grammes de protéines par jour, il faut aller les chercher. Sachant qu'une femme enceinte, c'est 1 gramme. Donc, une femme de 60 kilos aura besoin de 60 grammes de protéines par jour. À titre indicatif, 2 œufs, par exemple, c'est 15 grammes. 100 grammes de poulet, ça fait 20-25 grammes de protéines. Donc, pour arriver à mes 60, il va m'en falloir. Sachant qu'en plus, les protéines, on ne les aime pas en excès sur un repas. On les aime bien répartis sur la journée. Donc, il faut en apporter matin, midi et soir et éviter les excès le soir, notamment quand on est enceinte. Donc, pour cela, on recommande vraiment d'avoir un petit déjeuner riche en protéines, idéalement salé, pour sécréter de la dopamine, qui est l'hormone du bonheur, l'hormone starter, donc pour être en forme, pour éviter les coups de pompe, l'irritabilité pendant le cycle, pendant la grossesse, et même pour avoir une bonne vitalité. On recommande d'avoir un maximum de protéines au petit déjeuner, d'avoir un petit déjeuner plutôt salé pour produire un maximum de dopamine, qui est une hormone qu'on sécrète naturellement vers 7 heures le matin et qui est dopée, dupliquée, voilà, produit en plus grande quantité avec un petit déjeuner salé et protéiné. Donc les protéines, c'est le matin, c'est le midi et c'est le soir, mais pas en excès, notamment sur les protéines fortes en graisses saturées comme la charcuterie et les viandes rouges. Les protéines, on les connaît. Alors souvent, quand je dis madame, monsieur, augmenter les protéines, on me dit oh, mais j'ai pas envie d'augmenter la viande. Oui, alors, les protéines, elles sont animales, c'est vrai, on les retrouve dans les viandes, dans les volailles, mais aussi dans les poissons, dans les fruits de mer, dans les crustacés, dans les œufs. Souvent, on ne consomme pas assez, alors que c'est un aliment plutôt facile et plutôt santé. Et aussi, les protéines, on les trouve beaucoup dans le végétal, donc dans toutes les légumineuses, que sont les lentilles, toutes, hein, les pois chiches, les fèves, les pois cassés, tous les haricots secs. Donc ça, il faut vraiment en consommer, alors pas nécessairement au quotidien, mais plusieurs fois par semaine. On en retrouve aussi dans tous les oléagineux, que sont les noisettes, les amandes, toutes les noix de pécan, de macadamia, du brésil, de cajou, que sais-je, les pistaches, aussi toutes les graines de lin, de tournesol, de courge, etc. Aussi dans le soja, donc à consommer sans excès non plus, et dans tout le végétal, les alternatives aussi végétales, comme le tofu, le tempeh, le seitan, etc. Donc, les protéines, on peut largement en avoir en bonne quantité sans avoir ce côté repas lourd ou même en étant vegan. Moi, j'accompagne des gens véganes et qui sont plus maintenant sous-protéinés. La palette est tellement large en protéines qu'on peut trouver largement son bonheur et être en super forme. Donc, limiter les excitants, bonne consommation de protéines, aussi une bonne consommation d'oméga 3. Les oméga 3 sont les bons gras. Donc les bons gras, on recommande d'en consommer tous les jours avec notamment l'huile végétale, celle qui est particulièrement riche en oméga 3. Donc il y a le lin, l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de chanvre, l'huile de noix et l'huile de colza. Donc ça, il faut absolument la consommer crue. Surtout, elle ne se cuit pas. Sinon, elle devient très oxydante pour l'organisme. Donc, sur ma table, j'ai mon sel, mon poivre, ma carafe d'eau et j'ai l'huile riche en oméga 3. Et je vais venir assaisonner mon plat, alors sur mon poisson, sur mes légumes, sur mes céréales, un petit peu d'huile crue riche en oméga 3. Sachant qu'elle se conserve surtout après ouverture au frais pour qu'elle ne s'oxyde pas. Aussi tous les jours des oléagineux, des graines, et puis plusieurs fois par semaine des petits poissons gras ou poissons gras, mais sachant que les poissons gras sont quand même assez riches en métaux lourds, puisque dans la mer ils se nourrissent de choses plus lourdes, à l'inverse des petits poissons qui contiennent beaucoup moins de métaux lourds, donc notamment chez les femmes enceintes. Un peu de saumon, un peu de thon, c'est OK, mais on y va piano. Et pour les femmes de manière générale, pour les bons gras et les oméga 3, on va plutôt aller chercher de manière très régulière dans les petits poissons gras que dans les gros poissons gras. Donc les petits poissons gras, c'est sardines, maquereaux, harengs, anchois, etc. Et aussi, après,
sujet sur la planète, mais ça reste un aliment très riche en oméga 3 et très bon pour la santé, l'avocat. Donc, avec parcimonie pour la planète. Maintenant, il reste malgré tout un aliment qui a des nutriments très, très intéressants. Les mauvais gras, donc là, je citais les bons gras. Les mauvais gras sont tous les gras très cuits. Tout ce qui est, alors c'est pas trop la saison du barbecue, mais grillades, rôtisseries, et tout le beurre ultra cuit et tous les gras qu'on retrouve dans les aliments transformés, industriels, etc. et tout ce qui est friture, tous les gras cuits carbonisés, quoi. Ça sont vraiment le mauvais gras et ce qui fait le mauvais cholestérol. En autre recommandation assez générale pour les femmes et sur le sujet vraiment hormonal, on recommandera un goûter ou une collation plutôt sucrée. Disons que le sucre, je ne l'aime pas le matin, je ne l'aime pas le soir. S'il doit intervenir à un moment dans la journée, ça serait plutôt en collation parce qu'il va me permettre de sécréter la sérotonine qui va elle-même me permettre de sécréter la mélatonine en fin de journée qui est l'hormone pour s'endormir. Donc, pour produire du tryptophane et donc la sérotonine et la mélatonine, on aura une collation un peu sucrée. Alors, collation sucrée ne veut pas dire biscuit industriel ou gros donuts, mais un aliment plaisant, sucré, de bonne qualité, idéalement pas ultra transformé, avec en complément couplé avec une petite source de protéines et ou de lipides, une poignée d'oléagineux, voilà, que sais-je. Ok. Et de manière générale, éviter le sucre. Alors, Johanna, Adeline, pardon, avec la candidose, ces recommandations vont pouvoir peut-être t'aider un petit peu. Donc, éviter les sucres. Le sucre, donc à éviter un peu si on a un ennemi, en tout cas c'est considéré comme une drogue, c'est le sucre blanc, le sucre raffiné et le sucre présent dans les aliments ultra transformés industriels. On va plutôt choisir des sucres complexes comme le miel, le sirop d'agave, le sucre de canne complet. Et donc ça, c'est pour les aliments sucrés en bouche. Et pour les aliments sucrés, donc les glucides plutôt en goût salé, on va aller vers des glucides complexes. Donc on va éviter pâtes et riz blanc et on va plutôt se tourner vers les pâtes semi-complètes complètes, le riz sauvage, le riz basmati aussi, le riz semi-complet et toutes les céréales plus complexes et qui aussi ont l'intérêt d'être riches en protéines comme le quinoa, le sarrasin, que ce soit en galette, en boulgour, etc. Le petit épeautre aussi est très intéressant parce qu'il contient pas que des glucides mais aussi des protéines comme le quinoa et le sarrasin et ont un indice glycémique plutôt bas à l'inverse des pâtes et du pain blanc. Et les glucides, on aime bien les consommer, mais pas de manière isolée. Ça veut dire qu'un aliment sucré tout seul, on va faire un pic glucidique, donc on va sécréter beaucoup d'insuline. Donc c'est plutôt mauvais pour l'hormone, parce qu'on va vraiment avoir un exercice hormonal chahuté. Donc pour avoir un équilibre hormonal plutôt stable, on va consommer des aliments sucrés couplés avec des lipides et des protéines toujours. Donc, soit au cours du repas ou si c'est en collation, je n'aurai pas un aliment sucré seul, mais quelque chose où je vais aussi avoir un apport de protéines et de lipides. Voilà pour les recommandations un peu générales. Sur les compléments alimentaires, des compléments alimentaires vraiment de la femme, donc sur des SPM, donc des syndromes prémenstruels, on pense en gémothérapie au bourgeon de framboisier. On pense aussi à l'onagre. Alors, moi, j'aime bien travailler au maximum avec l'assiette, donc ça va être augmenter une vraie consommation d'aliments riches en oméga 3, mais en supplémentation sur des gros SPM sur 3-4 mois en cure. J'aime bien en deuxième partie de cycle, donc la partie vraiment, comment dire, enfin voilà, progestérone, donner une supplémentation en onagre pour vraiment calmer le symptôme SPM, les symptômes du SPM, pardon, en attendant que l'assiette prenne vraiment le relais et soit vraiment apaisante pour la femme, je supplémente en onagre. On peut aussi penser aux plantes progestérone-like comme le gâtillier en deuxième partie également qui vont vraiment soulager sur des règles très abondantes, très douloureuses, une grosse irritabilité pendant le cycle. Voilà, ce sont des plantes qui vont vraiment être très apaisantes.
On n'oublie pas aussi chez la femme, notamment quand il y a prise de pilule, parce qu'en fait, la pilule, on va venir donner des oestrogènes à l'organisme et les oestrogènes avec la pilule, elles vont passer par le foie. Donc, on va avoir beaucoup d'oestrogènes et donc ça va demander un gros exercice au foie. Donc, on n'oublie pas la petite détox du foie, la détox hépatique et oestrogène, 2-3 fois par an. Donc, à base de plantes, avec une alimentation vraiment adaptée. La détox est quand même quelque chose de très important quand il y a prise de pilule, parce que aussi il y a un environnement polluant, il y a du stress, il y a une alimentation qui n'est pas toujours adaptée ou qui peut être carencée. Donc, la détox apaise vraiment beaucoup la femme et fait des miracles sur les troubles féminins importants. Sachant que, alors vous deux, mesdames, vous n'êtes pas concernées visiblement, mais le SPM, donc le syndrome prémenstruel, touche aujourd'hui une femme sur deux. Ce n'est pas un petit sujet. Une femme sur deux aujourd'hui déclare que pendant la période du cycle, elle est chamboulée. Ça veut dire que c'est, alors, pour la moyenne des femmes, 4-5 jours, pour d'autres, c'est 7-8 jours du mois qui sont difficiles, voire parfois insupportables en termes d'équilibre émotionnel, en termes de douleur. Voilà, ça peut s'exprimer de plein de manières, mais ça s'exprime sur des douleurs, mais aussi sur du psychique. Donc là encore, l'alimentation peut être ultra apaisante, et ça au bout de 2-3 mois, quoi. Au bout de 2-3 cycles, on voit des résultats et des améliorations vraiment nettes. Voilà pour les recommandations. Dites-moi, interpellez-moi, posez-moi des questions. Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que ce sont des choses que vous mettez déjà en place? Est-ce que vous avez déjà, vous, des expériences J'avais déjà commencé un accompagnement avec une naturopathe. Ce qui est difficile, comme tu l'avais dit tout à l'heure, c'est de durer dans de garder en fait le mode de vie, enfin le mode alimentaire en fait, sur la durée. Alors, C'est pas évident. Je vais interroger la personne. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez un chéri? Est-ce que vous avez l'habitude de manger seul? Est-ce que vous aimez manger? Est-ce que vous aimez cuisiner? Et en fait, les recommandations, je vais prendre tout ça en compte pour dire, OK, pour que ça soit mis en place sur le long terme, que ça soit surtout pas une charge mentale, que ça reste plaisant, voire même plus plaisant qu'avant, voilà. Pour que ça tienne sur le long terme, est-ce que la personne aime de tout? Est-ce qu'elle déjà elle mange varié? Est-ce que pas du tout? D'où on part? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime déjà beaucoup le végétal? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les produits carnés? Où est-ce que je vais aller la chercher pour avoir un bon apport en protéines, pour avoir un bon apport en oméga 3? Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne des personnes véganes qui ne sont pas carencées, qui sont en super santé. Par contre, ça demande une vraie intention, une vraie réflexion pour avoir un bon apport. Donc, effectivement, c'est un vrai sujet, et c'est l'observance, c'est le sujet numéro un. Et c'est pour ça que moi, je bannis les régimes alimentaires, parce qu'en fait, on ne peut pas vivre au quotidien avec un régime alimentaire, parce que ça empêche la sortie avec les amis, ça empêche le plaisir, ça donne place à la culpabilité, voilà, tout ce qui n'est pas le quotidien en fait. Et une alimentation, on mange quand même 3 fois par jour, donc en fait, on peut avoir qu'un mode de vie alimentaire, on ne peut pas avoir un régime alimentaire. Et donc pour tout ça, il faut que ça soit plaisant et adapté à la vie de la personne et à ses goûts aussi. Okay. Quelqu'un qui me dit, moi je déteste les petits poissons gras, eh ben, je vais lui trouver des sources d'oméga 3 autre part. Quelqu'un qui adore la viande, je vais dire, ok, par contre, beaucoup de graisses saturées, alors par contre, très riche en protéines, donc ok, comment en quelle quantité, et aussi de quelle manière elle est consommée. Moi, quelqu'un qui adore la viande rouge, par exemple, je vais dire, ok, par contre, c'est pas toujours archi grillé. On va aller en tartare, en marinade, en carpaccio, parce que là, de fait, on va avoir une bien meilleure assimilation, et on va y trouver des nutriments bien plus intéressants, et on va contrebalancer la production, par exemple, de mauvais cholestérol. Donc, quelqu'un qui dit j'adore ça, je vais dire ok, on coupe la poire en deux, on va quand même diminuer parce que là c'est trop, on va plutôt les consommer à tel ou tel moment de la journée et plutôt de telle manière. Voilà. Et donc là, je vais dire ok, je vais retirer le meilleur parti de tel aliment.
Donc, en fait, c'est en ça que pour moi, il n'y a aussi pas d'aliments qui sont complètement bannis ou d'aliments, bah, ça c'est génial. Par exemple, on parle des super aliments. Ok, c'est très bien. Maintenant, on ne va pas se nourrir de bête de goji, on ne va pas se nourrir. Voilà, donc concrètement, il faut tirer le meilleur parti des aliments, mais que tout ça soit viable et jouable au quotidien. Ok. J'avais une question, tu parlais des œufs. Idéalement, il faudra en manger combien par jour? Alors, les œufs, après, bon, ça dépend des gens. Si je fais de manière générale, sans connaître les antécédents de santé de la personne, si je dois aller comme ça sur une recommandation, on dit 8 à 12 par semaine. Ok. Ok. Et les œufs, c'est un super aliment parce que c'est super pratique. C'est bon marché. Et on les cuisine de mille et une façons. Il y a le côté très réconfortant à la coque avec des mouillettes, en omelette, en œuf brouillé. On peut faire une quiche, un cake. On peut les faire cocottes. Enfin, voilà. Et donc, sur une alimentation variée, pour éviter la monotonie, quand on commence à vouloir augmenter un peu les protéines, c'est un super aliment. Ok. Souvent, quand les gens me disent ouais, augmenter les protéines, mais je ne veux pas prendre la masse musculaire. Souvent, les gens qui mangent très protéinés, c'est ceux qui font du sport. Prendre la masse musculaire, c'est faux. Juste pour être en bonne santé, il faut un bon apport de protéines pour avoir une bonne assimilation des autres nutriments et être en forme, être en pleine santé. C'est vraiment très, très important de faire la part belle aux protéines, aux belles protéines. Ok, ça marche, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et quand tu parlais pour le syndrome, prémenstruel, donc moi j'ai été beaucoup concernée parce qu'en fait, pendant des années, j'ai eu la pilule et après j'ai eu, un stérilet et moi, c'était des règles pendant 10 jours, quoi. 10 jours, je me vidais. Donc vraiment, j'étais épuisée, c'était difficile, quoi et malgré tout, bah, fallait quand même que j'aille travailler, quoi. Et donc là, j'ai enlevé le stérilet, donc ça fait 2 3 mois et là, je suis passée donc de règles qui durent presque 10 jours à, en fait, juste 2 jours intenses et après plus rien, quoi. Et bah, c'est vrai que ça m'a changé la vie, mais du coup, est-ce que tu aurais des recommandations au niveau de l'alimentation? Ou est-ce que je suis mon cours? Est-ce que tu aurais des ouais, je sais pas, est-ce qu'il faut que je fasse attention sur certains trucs du fait que j'ai changé ou finalement ça va? Est-ce qu'il y a une détox aussi à faire? Parce que tu parlais de détoxifier le foie par rapport à celles qui prennent notamment la pilule. Moi, je n'étais pas concernée par ça parce que j'avalais pas quelque chose. Donc est-ce qu'il y a quand même quelque chose à faire par rapport au foie notamment? Dans tous les cas, la détox, elle est très intéressante dès lors qu'on a des troubles, des changements hormonaux, etc. Elle est, je veux dire, indispensable pour les femmes qui prennent la pilule. Pourquoi? Parce que les oestrogènes vont être détoxifiés, enfin, elles vont passer par le foie. Donc là, pour le coup, c'est vraiment indispensable. Indispensable aussi les femmes qui me disent je ne tolère plus aucun contraceptif. Ça veut dire qu'elles sont en hyperostrogénie, c'est-à-dire que leur foie est il y a trop d'œstrogènes. Donc en plus de ça, il y a des risques sur de l'hypofertilité. Donc c'est vraiment un sujet à prendre en compte, très important et un signal du corps. Une femme qui ne tolère pas un contraceptif, c'est un signal du corps. Ça veut dire quoi? Qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui bloque. Généralement, une vraie belle détox du foie, au bout de 2 3 mois, on retente un contraceptif, ça fonctionne. Okay. Donc les femmes qui prennent la pilule, pour moi, détox du foie 2 3 fois par an, une belle détox bien faite. Okay. Ce qui est un autre sujet, faire une belle détox, voilà, il faut pas la faire n'importe comment. C'est une détox et il faut qu'elle soit bien faite. On peut avoir des symptômes, hein, on peut être très fatigué, on peut avoir des nausées, etc. C'est pas rien, une détox du foie, c'est pas anodin, donc il faut le faire de manière bien encadrée et bien réfléchie. Donc, sur une femme qui va comme ça changer de contraceptif, pour revenir précisément à ta question, qui va de fait avoir là un cycle très long puis très court, etc. Déjà, généralement, il faut 3 à 6 mois pour rééquilibrer les choses. Okay, donc, c'est tout à fait normal. Peut-être même, là, c'est 2 jours.
Dans 2-3 mois, tu vas passer à 3-4 jours et ça sera ton nouvel équilibre. Mais rien n'est figé pour le moment si tu as changé il y a 2-3 mois. Dans tous les cas, sur la période des cycles, pour les femmes qui aiment et qui mangent la viande, on recommandera d'avoir une consommation peut-être un peu plus importante que d'habitude de produits carnés, de viande rouge, d'abats, etc. D'avoir une aliment très très riche en aliments riches en fer, en calcium, etc. Donc beaucoup de légumes. Des céréales très complexes où je vais retrouver beaucoup de micronutriments, beaucoup d'oléagineux, des noix du Brésil, où j'aurai du sélénium, de l'iode, etc. Où là, en fait, il va vraiment venir falloir doper l'organisme. J'alerte sur un point. Souvent, les femmes, quand elles ont des gros cycles et qu'elles perdent beaucoup de sang, disent en plus de ça, je suis très fatiguée, j'ai une carence en fer, je suis anémie, etc. Parce que j'ai tous les symptômes. Ok, on ne se supplémente pas en fer parce qu'on a un coup de pompe, ou même parce qu'on perd beaucoup de sang. Potentiellement, possiblement, elles ont raison, mais on ne se supplémente pas comme ça. Pourquoi? Parce que si une carence en fer est dangereuse pour la santé, l'excès l'est tout autant, si ce n'est plus. Ça veut dire, moi je vois dans certaines pharmacies, et c'est bien parce que mais parfois vouloir trop bien faire, oh bah tiens, je suis fatiguée, hop, je prends un pot de fer en pharmacie et je me supplémente toute seule. Je n'ai pas fait de bilan sanguin, rien. Peut-être que ma fatigue ne vient pas d'une anémie, peut-être que je n'ai pas de carence en fer. On fait un bilan sanguin avec son médecin avant de se supplémenter en fer. Pareil sur une supplémentation en cuivre, etc. Aujourd'hui, sur l'alimentation et les compléments alimentaires, il existe beaucoup de choses. Tous les magazines, tout le monde sur les réseaux sociaux en parle. C'est génial et c'est très bien parce qu'il y a une prise de conscience. Mais attention, les supplémentations, si certaines plantes, micronutriments peuvent être pris sans gros cadre, d'autres, ce n'est pas le cas du tout. Il y a certains micronutriments, s'ils sont en excès et qu'on en a suffisamment, pof, on les évacue par les selles, les urines, tout ce dont on n'a pas besoin, c'est pas grave, on les évacue ou on les stocke pour plus tard. Ok, par exemple, le magnésium. Quelqu'un qui va un peu trop supplémenter en magnésium, bon, c'est pas très grave. C'est pas le cas du fer. Donc, et de d'autres micronutriments. Donc, attention à vouloir trop bien faire et à vouloir trop. On peut faire aussi parfois des erreurs, ça peut être délétère. Donc, attention, santé naturelle ne veut pas dire anodin. Donc, on fait les choses de manière intelligente. Les supplémentations, les détox, etc., ça doit se faire de manière encadrée. Merci. Ça répond peut-être un peu. Ouais. Ouais. Donc oui, sur la période vraiment du cycle pour les femmes, vraiment s'assurer encore plus que le reste du mois à avoir une bonne alimentation très riche en protéines et en micronutriments. On cuisine avec beaucoup de légumes, avec des épices, des herbes aromatiques pour avoir le plus de vitamines, d'oligo-éléments, d'acides aminés possible. Ok. Et puis, c'est pas la fois que je vais le dire, on se chouchoute particulièrement des exercices de respiration, de la méditation, du yoga. C'est un moment où, s'il y a un moment dans le mois où je pense à moi et je prends soin de moi et je prends le temps d'eux, c'est à ce moment-là, on a bien le droit. Tout à fait. Vous n'avez pas d'autres questions? J'avais une petite question sur l'accompagnement que vous faites. Du coup, c'est un accompagnement individuel ou est-ce qu'il y a aussi des possibilités, des ateliers c'était une question. Alors, c'est individuel. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous le même organisme, pas tous les mêmes capacités d'assimilation, pas tous les mêmes capacités digestives. Donc, c'est un accompagnement hyper personnalisé. La seule chose que je propose, c'est pour les familles. Donc, d'abord, en bilan, je vois la personne toute seule. Par contre, quand ça concerne une famille et que l'ensemble de la famille est OK pour faire évoluer son alimentation, là, dans ces cas-là, je peux prendre la famille, les enfants, le chéri ou la chérie, pour la mise en place au quotidien, etc. Et encore une fois, pour que ça reste convivial et que ça s'intègre dans le quotidien, là, je peux proposer des choses en famille, en couple, voilà. Mais dans tous les cas, le bilan, c'est une personne parce qu'on n'a pas le même organisme que les personnes avec qui on vit. Merci.
En revanche, je participe comme ça parfois à des ateliers, un peu pour présenter et donner des recommandations un peu générales qui sont dans tous les cas de bonnes intentions, mais une recommandation alimentaire, c'est pour une personne donnée. Et je rebondis du coup sur la question d'Adeline, sur l'accompagnement. Ça se passe comment les accompagnements? Est-ce que c'est en présentiel? Et si oui, c'est à quel endroit? Et est-ce que tu fais également en visio pour ceux qui habitent plus loin? Alors, la majorité des consultations sont en cabinet. Donc, mon cabinet se situe dans le centre de Rennes. Je propose aussi de la visio pour les personnes plus loin. C'est tout à fait possible aussi. Maintenant, les personnes qui sont pas trop loin, bah, c'est toujours plus chouette de visu. Maintenant, la nutrithérapie se prête effectivement tout à fait à la visio distancielle. Donc, pour les personnes habituées et voilà, qui le souhaitent, c'est possible aussi. Et donc, du coup, tu fais un premier rendez-vous d'1 h 30 pour faire un bilan. Tu prends donc du coup toutes les infos que tu as, le bilan sanguin, et cetera. Et c'est à partir de là que tu peux voir un axe, j'imagine, une recommandation. Et après, tu suis la personne pendant combien de temps? Alors, ça dépend du motif de consultation. Des personnes qui ont des pathologies un peu lourdes, ça va prendre plus de temps que des personnes qui viennent pour une alimentation équilibrée, qui sont déjà un peu alertes et qui font déjà plein de choses. Donc, il n'y a pas de règle. En gros, pour quelqu'un qui a déjà de bonnes intentions et qui veut s'assurer d'avoir une alimentation bien équilibrée ou qui est végane et qui veut s'assurer qu'il n'y a pas de carence, en 2-3 séances, c'est OK. Quelqu'un qui a une pathologie un peu plus lourde avec beaucoup de symptômes, le temps d'identifier la cause de la cause, de travailler main dans la main peut-être avec d'autres thérapeutes ou médecins, ça peut prendre plus de temps, ça peut être 6, 7 séances. Après, au début, on peut se voir tous les mois, après, se passer un peu pour qu'elle prenne le temps de se familiariser, de mettre en place les choses. Après, généralement, les personnes que je vois en premier rendez-vous de suivi, donc le deuxième rendez-vous, après le bilan, on a déjà plein de choses à se dire et j'ai toujours un mieux, des choses qui ont évolué, qui ont bougé dans l'organisme en termes de ressenti. Ça peut être juste, bah, je me sens plus en forme, beaucoup plus de vitalité, etc. Et sur des pathologies ou des vraies douleurs, attendre 2-3 séances avant qu'il y ait un vrai mieux. Mais même sur des sujets, moi j'accompagne sur des pathologies digestives comme des Crohn, par exemple, ou des rectocolites hémorragiques. Enfin, au bout de 2-3 mois, les personnes sont des gens qui ont des parcours santé longs, pour qui c'est compliqué, qui souffrent tous les jours. Au bout de 2-3 mois, elles ont un quotidien apaisé. Par contre, c'est pas de la magie, ça veut dire que je vais pas soigner une pathologie chronique inflammatoire. Par contre, on va apaiser les symptômes nettement et on peut faire en sorte sur certaines pathologies de limiter l'apparition de certaines poussées. Donc sur des rectocolites hémorragiques, sur des scléroses en plaques, on va essayer d'imiter, retarder ces poussées-là et soulager au quotidien. Et puis sur d'autres troubles plus légers, là on peut vraiment travailler sur la cause de la cause et soulager la personne totale. Ouais, ça marche. Merci. Est-ce que vous avez des questions, Adeline et Johanna? Non, ça va. Ok. Est-ce que, du coup, bah, là, est-ce que vous accompagnez un peu, enfin, du coup, principalement des femmes, mais un peu tous les âges? Enfin, est-ce qu'il y a plus des jeunes femmes ou c'est J'accompagne des hommes, des femmes, des femmes? D'accord. des enfants, des ados, des adultes actifs, des retraités. C'est un vrai sujet. Quand on n'a plus d'activité, se nourrir, souvent j'ai plus envie de manger ci, ça, j'ai pas d'appétit, ou j'ai trop d'appétit parce que je m'ennuie. Donc vraiment, alors il n'y a pas de règle, j'accompagne aussi des enfants sur des troubles de l'attention, sur voilà, des enfants ultra speed. On peut faire aussi des choses très très intéressantes avec l'alimentation sur des vrais troubles autistiques par exemple. Alors pareil, hein, on ne soigne pas, mais on peut vraiment soulager et apaiser l'enfant. Donc pour le coup, ça s'adresse à tout le monde. Dans les goûts, mais aussi, et j'aimerais en faire encore plus, en prévention et juste pour avoir une alimentation vraiment adaptée à sa santé, à son organisme. Après, Et je... moi, j'ai une question.
J'ai une question pour toi, Camille. Comment, la nutrithérapie, enfin, comment c'est venu à toi? Parce que c'est vrai que je t'ai pas demandé ton parcours, ça peut être intéressant de partager, ton parcours, aux filles. J'ai eu une maladie digestive intestinale. J'ai eu un parcours santé du combattant, on peut le dire, avec très peu de réponses sur l'alimentation, alors que j'avais une maladie digestive très importante, que j'étais pas du tout apaisée, soulagée. Dès que je mangeais quelque chose, ça a été très très compliqué pendant très très longtemps. Je trouvais pas de réponse. Et face à ces non-réponses, je me suis intéressée à la question. Bon, déjà, c'est vrai que le sujet de l'alimentation était quelque chose qui m'intéressait depuis toujours, le bien-être, etc. Et particulièrement la nutrition, j'adore cuisiner depuis toujours, donc ça a toujours été quand même un sujet pour moi. Mais confrontée à cette maladie, j'avais des réponses côté vraiment purement médical, médicamenteuse, etc. pour la maladie. Mais en fait, concrètement, je fais comment pour manger, retrouver du plaisir et pas être tordue en deux dès que je mange quelque chose, comment je fais. Et donc, du coup, j'ai commencé à lire, à vouloir trouver des réponses pour moi, pour m'apaiser. J'ai eu 2-3 proches qui ont eu aussi plusieurs sujets santé assez lourds dans la même période. Ça a été une période de vie pas très chouette. Mais c'est souvent comme ça qu'on fait plein de choses chouettes par la suite. Donc, j'ai commencé à beaucoup me documenter, à me former, à suivre des webinars sur 1 heure, sur 2 heures, sur une demi-journée, et puis aller me former sur des journées entières, etc. Et puis, j'ai repris mes études. Donc, j'ai trouvé des réponses pour moi. J'ai été apaisée. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire et je veux pousser et apporter. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, des proches disaient, ah bah ouais, dis donc, t'as l'air vachement mieux. Bah ouais, je mets ça en place, etc. Ah bon, moi j'ai si. Bon, voilà, des proches. Alors, apporter, attends, je vais regarder dans les bouquins que j'ai achetés. Je vais peut-être te trouver des solutions. Donc, un peu à faire le micmac comme ça pour moi et mon entourage. Et puis, je me suis dit, OK, je veux vraiment me former et aller beaucoup plus loin. Et donc, j'ai suivi une formation en micronutrition et j'ai décidé d'ouvrir un cabinet vraiment libéral et d'en faire mon métier à plein temps. Voilà. Super, merci pour le partage, c'est chouette. Cool. Eh bien, merci à toi, Camille. Est-ce que Adeline ou Johanna, une dernière petite question avant qu'on se quitte? Ou est-ce que c'est OK pour vous? C'est OK pour moi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que tu voulais partager quelque chose sur la grossesse du coup on n'en a pas trop parlé. Clairement, vraiment s'intéresser au microbiote, vraiment hyper intéressant pendant la grossesse. Augmenter donc les apports en protéines de 0,1 par jour et par kilo de poids. On passe vraiment à 1 gramme par jour et par kilo de poids. À consommer surtout le matin et le soir. Faire la part belle aux lipides. Il faut du cholestérol, des acides gras essentiels, notamment pour la construction neuronale. Très, très important. Il faut des glucides pour limiter les fringales, avoir un maintien du poids et anticiper l'après. Plutôt des glucides à indice glycémique faible, mais il faut des glucides, vraiment. Faire très attention aux perturbateurs endocriniens, aux métaux lourds, gros poissons gras, etc. Attention. Très important de limiter très fortement, encore plus que d'habitude, les aliments transformés. Attention à la caféine, théine pour la croissance du bébé et au développement du cerveau. Et d'être ultra vigilant sur les carences micronutritionnelles, fer, iode, zinc, toutes les vitamines du groupe B, vitamine D, en périconception et pendant la grossesse. Et une vigilance encore plus accrue si la femme est végane, d'avoir un apport vraiment très important de tous ces micronutriments pour éviter la carence. Éviter la carence, c'est quoi? C'est pour le bébé. Pour éviter un postpartum douloureux, sur le côté émotionnel, sur le côté métabolique. Voilà. La maman construit le capital santé de son bébé même avant sa naissance. Et il se construit à partir des nutriments de la maman. Donc, avoir une alimentation équilibrée pendant cette période-là est vraiment important, mais il n'y a pas d'aliments interdits. Il faut avoir ce plaisir, surtout pas de frustration, et d'avoir vraiment une alimentation
très adapté, de faire des vrais repas le matin et le midi, même quand il y a des nausées, etc. C'est hyper OK de faire des dîners légers, mais vraiment d'avoir un bel apport, une belle densité nutritionnelle vraiment le matin et le midi. Attention aux, aux mamans, aux femmes qui avaient l'habitude, par exemple, de ne pas prendre de petit déjeuner pendant la grossesse. C'est vraiment indispensable, surtout s'il y a des nausées, qu'on a du mal à avoir des vrais repas le soir. Le petit déjeuner doit être vraiment le moment roi de la journée. Ok, super. Merci. Donc la part belle au gras, aux oméga 3, au gras cru, très 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 important pour la maman et pour le bébé. Ok. Et donc, j'imagine de continuer ça aussi en postpartum derrière, en fait, après. En périconception, en grossesse plus et en postpartum. Tout à fait. Ok. Et le postpartum, c'est quand même un vrai sujet qui est plus ou moins violent, mais de se faire accompagner en postpartum, que ce soit alors via d'autres thérapies, hein, sur le volet émotionnel, psychologique, sur l'assiette, c'est un moment quand même complexe. Dans la vie d'une femme, d'un couple. Donc, clairement, ma recommandation, c'est d'en parler. C'est un sujet pour toutes les femmes. Il est plus ou moins violent, mais c'est un sujet. Donc, on doit s'accorder du temps, on doit s'accorder beaucoup de déculpabilité. Voilà, on ne doit pas dire bon, je verrai plus tard, on est forcément happé par le bébé, tout ce qui. Mais c'est très, très important de prendre soin de soi à ce moment-là, que ce soit par la nutrithérapie ou plein d'autres thérapies, mais parce qu'un postpartum tout de suite, pas du tout géré, c'est un postpartum qui dure parfois des années. Et on peut avoir des grosses déprimes, des grosses dépressions pardon, des années après sur un postpartum mal géré. Donc c'est un vrai moment de déculpabilité et on doit pouvoir s'accorder du temps, quoi. Même si le bébé prend une place très importante. Mais la maman est chamboulée aussi, le couple aussi, mais la maman en tant que femme, en tant qu'être, il y a la femme, on n'a plus du tout le même organisme après l'accouchement. Il y a plein de choses qui changent. Top, merci Camille. Johanna, est-ce que tu pensais à une autre question pour terminer? Non, c'est bon du coup. Ouais, ok, cool. Adeline aussi? Oui, c'est bon, merci. Ok, top. Eh ben, je vous propose qu'on termine cette conférence, les filles. Un grand merci, Camille, d'avoir accepté d'être présente avec nous ce soir, de nous partager plein de choses, plein de conseils. Donc, c'était top, j'ai adoré. J'ai pris plein de notes, c'est très intéressant. Donc merci beaucoup. Ça donne envie d'aller prendre rendez-vous avec toi pour faire un petit check et vérifier que tout est OK ou autre. Donc, non, c'était vraiment chouette. Merci beaucoup. Merci à vous les filles d'avoir été présentes ce soir. J'étais ravie de vous retrouver en visio ce soir. Donc, merci à vous. Est-ce que Camille, tu as un petit mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites partager pour qu'on clôture la conférence ce soir? Moi, je suis forcément passionnée par le sujet et de le rendre accessible à tout le monde. Donc, pour le coup, même sur des questions, donc j'ai un compte Instagram où j'essaye de publier du contenu disponible pour les gens. Et puis après, n'hésitez pas à passer un petit coup de téléphone ou un message juste pour poser des questions. Moi, aussi, de par mon parcours et mon histoire, au-delà d'avoir des patients au cabinet et des clients, c'est aussi d'évangéliser, de rendre accessible au plus grand nombre la nutrithérapie. Donc, cette approche vraiment très santé de l'alimentation. Moi, je suis hyper ouverte aux échanges. J'adore en parler, répondre aux questions, confronter aussi parfois certains avis. Donc, n'hésitez pas. Pour le coup, à aller regarder mon compte Instagram. Bon, je publie, je ne suis pas une grande influenceuse, mais ou en tout cas m'interroger, m'envoyer un message pour poser des questions et même sans prendre rendez-vous tout de suite, c'est pas forcément le sujet, mais ça fait aussi complètement sens pour moi de rendre accessible et de vulgariser cette approche thérapeutique.
Chouette, merci beaucoup, Camille. Les filles, pour info, vous avez l'adresse mail de Camille dans le lien que je vous ai envoyé pour le lien Zoom de ce soir. Pour celles qui nous regardent en replay, donc je vais vous communiquer le compte Instagram de Camille. Donc sur Insta, donc c'est Camille, CAMI2LE, point nutrithérapeute, donc NUTRITHERA. P-E-U-T-E. Si jamais j'étais trop vite, vous mettez pause sur la vidéo, comme ça vous pourrez réécouter ce que je viens de vous dire. Camille.nutrithérapeute. Voilà, c'est Camille Escolar, E-S-C-O-L-A-R, pour la retrouver très rapidement sur son compte Instagram. Voilà, j'ai communiqué les coordonnées, comme ça les filles, vous pourrez prendre contact avec Camille si vous le souhaitez. Et puis, je vais vous remercier à chacune d'entre vous d'avoir été présente ce soir. Merci les filles. Et puis, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci, Bérangère. Salut! Merci, à bientôt. Merci. Salut, Johanna. Merci, Adeline. Au Bonne revoir. soirée.